bonsoir, chers citoyens et chères citoyennes. Bienvenue à la dernière séance ordinaire de l'année 2020. Nous sommes le lundi 14 décembre, il est 19 h. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, comme vous le connaissez depuis quand même 9 mois déjà, nous sommes en séance et les membres du conseil sont par web diffusion, donc en visioconférence. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, sans plus tarder, pour l'ouverture de la séance, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Robert Brisebois. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. Concernant l'adoption de l'ordre du jour, alors c'est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par M. Éric Fortin. Au point numéro 4, c'est donc l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 30 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 9 décembre. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Brigitte Villeneuve. Alors, au point 5, les dépôts des documents. Allez, Monsieur le greffier, allez-y. Oui, merci. Donc, en 5A, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances du 25, 27 et 30 novembre et 2 décembre 2020. En B, dépôt de la liste des contrats entre 2 000 et 25 000 du 1er janvier au 20 novembre 2020. En C, dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 du 29 octobre au 18 novembre 2020. En D, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et fin d'emploi du 21 octobre au 24 novembre 2020. En E, dépôt des déclarations de dons des membres du Conseil. En F, dépôt du mémoire de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord concernant le plan stratégique de développement du transport collectif de l'ARTM. Et un point qui a été ajouté en G, un dépôt séance tenante, la lettre du 10 décembre 2020 du conseiller André Fontaine concernant son affiliation au mouvement Terrebonne. Merci, Monsieur le greffier. Alors, nous arrivons donc à la période des questions des citoyens. Alors, il me semble qu'il y avait 2 suivis à des questions lors de la dernière séance du Conseil. Alors, pour les suivis, je céderai donc la parole à Monsieur Stéphane Larrivé pour les 2 questions en réponse. Alors, Monsieur Larrivé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, il y avait une question qui avait été posée par... Juste prendre une note. Ouais. Allez-y, Mme Lucier, je vais ouvrir votre micro. Alors, nous avions reçu lors de la séance du 30 novembre dernier une question de Mme Claudia Abonza, qui est domiciliée sur la rue Carré Denise Pelletier, qui avait reçu une réponse partielle et pour laquelle un complément de réponse devait être offert ce soir. Donc, je vous rappelle la question. Bonjour, Monsieur le maire. Selon le plan des collectrices majeures et locales pour le quartier Urbanova, on peut déduire qu'il y aura de nombreux développements qui seront très près des corridors de biodiversité, mais également ce plan insinue la disparition de certains espaces verts, comme par exemple le golf qui se situe tout près. Pouvez-vous nous garantir que ces espaces seront conservés à travers les phases de développement du projet? Je vois les travaux du prolongement de la rue Pierre-Dansereau commencer et selon ces plans, cette rue ne devait pas se poursuivre entourée de bâtiments, maisons ou autres, mais être simplement un chemin traversant les corridors de biodiversité. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien le cas? Merci. Donc, la réponse que j'avais donnée partiellement la dernière fois, maintenant, elle est complète et vous recevrez une réponse par écrit également. Donc, à la première question, lors de la préparation du projet Urbanova, la Ville a procédé à l'inventaire des milieux ayant de grandes valeurs écologiques, dont des boisés d'intérêt, des cours d'eau et leurs bandes riveraines, des sites où la faune et la flore sont à protéger. Il a été entendu avec le ministère de l'Environnement que le corridor compensait les milieux situés dans les zones développables. Ainsi, si des espaces verts sont présents dans les zones développables, ceux-ci peuvent être exploités par leurs propriétaires car ils ont été compensés par le corridor. À la question 2, le plan de développement aux abords de l'avenue Pierre-Dansereau, dans les zones développables, prévoit que des constructions soient réalisées.
comme par exemple dans la phase 1 entre l'avenue Urbanova et la rue Marcel-Lasablonnière. Or, lorsque l'avenue traverse le corridor pour relier les différentes phases de développement, à ce moment-là, aucune construction aux abords de la route n'y est autorisée. Avec la deuxième question qui, elle aussi, avait été reçue à la séance du 30 novembre et qui avait reçu une réponse partielle, qui recevra un complément d'information ce soir. La question émane de Mme Valérie Doyon, qui est domiciliée sur la rue du Sentier de la Forêt. La question se lit comme suit. Bonsoir, Monsieur le maire. Depuis quelques années, les propriétés résidentielles sur les rues des Jacinthes et des Iris, dans le quartier Havre-du-Lac, adossées au quartier industriel, doivent composer avec du bruit de machinerie lourde, d'outils à percussion et de dépoussiéreurs industriels provenant des industries adjacentes. Le bruit est parfois très fort et peut durer tard le soir et la fin de semaine, empêchant les citoyennes de profiter de leur cour arrière en toute quiétude. D'ailleurs, une question avait été posée par une citoyenne en septembre à cet effet au Conseil de la Ville de Terrebonne et les citoyennes espèrent toujours des actions rapides et concrètes dans ce dossier. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que la Ville s'occupera du bruit provenant des entreprises adjacentes aux propriétés résidentielles des rues des Jacinthes et des Iris? Merci. Donc, la réponse que vous recevrez, Mme Doyon, aussi par courriel est la suivante. Donc, le projet domiciliaire Havre-du-Lac a été construit et aménagé au début des années 2000. L'existence du parc industriel était bien connue et quelques entreprises étaient déjà installées à cet endroit rue Joseph-Monnier. D'ailleurs, une bande tampon de 15 mètres est aménagée entre les terrains des entreprises et les terrains des résidents de la rue des Jacinthes et de la rue des Iris. Puisque c'est une zone industrielle conforme au règlement de zonage, il n'est pas possible de faire cesser les usages qui y sont actuellement pratiqués. Nous reconnaissons que les activités liées à des usages de ce type peuvent comporter des inconvénients tels que le bruit, la poussière ou l'entreposage extérieur. C'est la raison pour laquelle ces usages sont regroupés dans un parc industriel afin de minimiser les impacts possibles dans les milieux d'insertion. Néanmoins, la perception du bruit peut être différente d'un individu à l'autre. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'une zone tampon est une solution permettant d'amoindrir ces contraintes par une plus grande distance entre les activités d'une entreprise et le milieu résidentiel. Le règlement sur les nuisances et sur le bruit, le règlement numéro 82, est composé de plusieurs dispositions sur le niveau du bruit. Il y a aussi des dispositions à l'égard des pénalités prévues en cas de non-respect de la réglementation. Vous trouverez ci-joint le dit règlement, donc le règlement sera annexé à l'envoi de la réponse. La Direction de l'urbanisme durable a délivré 3 constats d'infraction en 2020 à une entreprise située sur la rue Joseph-Monnier et a fait retirer des empiètements d'entreposage sur la bande tampon. La Ville a investi plusieurs milliers de dollars afin d'aménager la zone tampon avec des plantations diverses pour éventuellement créer une barrière végétale. La Ville de Terrebonne analyse présentement la situation pour déterminer s'il y a d'autres alternatives pour favoriser la réduction du bruit produit par certaines entreprises de la rue Joseph-Monnier. Merci. Excusez, Monsieur le maire, j'aurais un petit... bonjour, Monsieur le maire, j'avais un petit complément d'information à soumettre à la réponse. Allez-y. Donc, je voulais juste mentionner qu'effectivement, il y a eu 3 constats qui ont été émis, mais j'ai présenté une demande à la Commission de la sécurité publique pour voir si on peut faire une modification au niveau du règlement 82. Et avec l'urbanisme, on est sur le dossier. Donc, je voulais juste mentionner que c'est pas exactement la réponse que j'attendais, mais que nous allons poursuivre ce dossier-là, à essayer d'avoir une entente. Pour avoir été sur les lieux, c'est pas la personne ne respecte mais vraiment pas le règlement, que ce soit le soir, la nuit. Donc, présentement, le dossier est judiciarisé. Donc, il faut attendre les démarches, il faut attendre la suite des choses. Mais soyez sans crainte, je suis sur le dossier et je suis de très près les prochaines démarches et je vais présenter le dossier à la Commission de la sécurité publique. Voilà. Merci. Merci. Alors, Madame Lucie.
Maintenant, une question que nous avons reçue le 10 décembre dernier de la part de Mme Véronique Lavoie, domiciliée sur la rue Charles-Aubert. Elle vous adresse, Monsieur le maire, la question suivante. Comment en êtes-vous arrivé à calculer que les legs du 350e de Terrebonne allaient coûter 15 millions de dollars? Alors, bonsoir, Madame Lavoie. Je tiens tout d'abord à dire que vous avez récemment communiqué et transmis une communication à mon attention et celle de ma collègue présidente de la Commission de la culture et du patrimoine, Madame Nathalie Ricard, quant à des projets que vous souhaiteriez, avec un groupe de citoyens, nous partager quant au projet du LEG du 350e et des projets qui peuvent être intéressants à analyser par la Ville. Je vous ai d'ailleurs répondu ce matin à un accusé de réception et très prochainement, je suis convaincu que la commission de Mme Ricard pourra vous accueillir pour vous permettre de nous transmettre justement vos idées. J'en profite d'abord à votre question concernant le calcul. Je tiens d'abord à vous dire que le plan triennal d'immobilisation a prévu une fiche technique qui est liée à des legs donc, qui s'en viennent notamment à l'île des Moulins, que l'on parle de la Maison du Meunier ou du Théâtre des Verdures. Plusieurs de ces projets-là avaient fait l'objet d'un travail d'analyse et d'évaluation au courant des années 2011-2012, pour lequel la Ville a notamment fait une estimation actualisée à l'année 2021-22 d'une certaine manière, parce que les coûts de construction en 2011-2012 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et je tiens à préciser que c'est une estimation, un plan triennal d'immobilisation. Ce n'est pas donc un chèque signé en blanc. Alors, bien entendu, chacun des projets qui vont faire l'objet d'une présentation publique au cours des prochains mois vont être analysés quant au coût, quant à la réalisation, quant à un échéancier. Mais aujourd'hui, dans le fond, ce que le conseil municipal a adopté, c'est que la facture ne pourra pas dépasser un montant de 15 millions de dollars. Ça ne veut pas dire que ça va coûter 15 millions de dollars. Ça pourra en coûter 9, ça pourra en coûter 8, ça pourra en coûter 12. Tout dépend des éléments qui vont être retenus. Et évidemment, on reçoit plein de bonnes suggestions, plein de bonnes propositions qui vont être analysées par les instances. Et très bientôt, je suis convaincu que les projets qu'on va vous présenter sauront satisfaire. Je reçois beaucoup d'appels et de commentaires aussi des citoyens qui voient l'importance qu'on fasse des investissements à l'île des Moulins. Et je suis convaincu que ces projets vont être emballants et répondront donc à l'ambition que nous avons pour la ville de Terrebonne. Alors, je vous remercie de votre question et je vous souhaite une belle soirée. Puis, je suis convaincu qu'on aura la chance de se revoir très bientôt. Merci. Prochaine question. Une question qui a été reçue le 11 décembre dernier. Elle nous provient de M. Gilles Fontaine, qui est domicilié sur la rue Ernest S. Mathieu. Il vous adresse la question suivante. 350 ans, une grande occasion, une très grande occasion de célébrer tous ensemble et de le vivre tous ensemble. La ville de Terrebonne, c'est 350 ans d'histoire. Je ne vois pas les historiens. Notre ville, c'est aussi 350 ans de culture et d'art diversifiés. Je ne vois pas les artistes. 350 ans de visiteurs, de touristes et de citoyens. Je ne vois pas d'autres citoyens que des représentants d'institutions financières, de bureaux d'architectes et autres organismes. Vous avez voulu un gouvernement de proximité et vous n'en avez jamais été aussi loin de vos citoyens. Ma question, en deux temps, pourquoi ne pas avoir consulté vos citoyens avant de prendre une décision sur un legs qu'ils devront payer et avant la composition du comité du 350e de la ville de Terrebonne? Alors, bonsoir, M. Fontaine. Tout d'abord, je vous remercie de votre question. Je partage votre point de vue sur l'importance que artistes, historiens contribuent grandement à l'événement du 350e anniversaire. C'est d'ailleurs un des engagements qu'a pris la nouvelle corporation du 350e avec la création de comités de travail, diversité et au pluriel. Hein? Donc, des gens qui seront appelés à contribuer sur différentes facettes du projet de célébration du 350e anniversaire. Comme je l'avais annoncé au cours des dernières semaines, et donc je
répète sensiblement la même réponse déjà dite publiquement. Merci de me permettre de le refaire à une deuxième occasion ce soir. Au cours du début de l'année 2021, la Corporation aura l'occasion d'annoncer la constitution de comités de travail, tous diversifiés, et je suis convaincu que les différentes facettes pouvant réunir notamment historiens, gens du milieu de la culture, pourront assurément contribuer aux réflexions puis aux projets des célébrations du 350e anniversaire. Je vais aussi vous dire qu'à l'évidence, les artistes vont faire partie des objectifs, mais aussi des legs. Je pense notamment au projet avec le Théâtre des Verdures qui vise en premier lieu à créer dans l'île des Moulins un lieu qui va être optimisé et favoriser la diffusion, donc que ce soit amateur ou même professionnel. Je pense que depuis de nombreuses années, les gens et beaucoup de citoyens m'ont approché justement sur le fait que ce serait intéressant de maximiser nos efforts pour l'animation puis de créer des activités dans l'île des Moulins. Et je pense que le bâtiment Le Meunier aussi pourrait venir soutenir l'accueil, que ce soit des groupes de jeunes, d'enfants qui vont soit à la bibliothèque, soit découvrir l'île des Moulins, d'avoir des locaux aussi qui vont leur permettre d'être accueillis et de les donc recevoir comme il se doit et d'enrichir finalement la découverte de notre île des Moulins. Alors, je partage votre point de vue. Maintenant, j'accueille donc vos suggestions, notamment que vous souhaitez offrir votre soutien. Alors, je suis convaincu que vous pourrez répondre à l'appel du comité des célébrations du 350e. Évidemment, ce n'est pas le maire ni les membres du conseil là, qui vont commencer à prioriser qui sera un endroit ou un autre. On a un comité indépendant, puis on va vouloir que ce comité-là ait toute la latitude là, pour mobiliser la population de Terrebonne. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée, M. Fontaine. Première période de questions. Alors, merci. Donc, c'est ce qui termine cette toute première période des questions. Alors, nous arrivons maintenant au point 8.1. Alors, Monsieur le greffier. Merci. Donc, à l'article 8.1, il est résolu que Mme la conseillère Nathalie Ricard soit nommée mairesse suppléante pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et que le Conseil remercie Mme la conseillère Brigitte Villeneuve pour le travail accompli à titre de mairesse suppléante. Alors, c'est proposé par M. Danny Saint-Pierre, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. À l'article 8.2, il est résolu que le Conseil demande que l'extension du REM sur le territoire de la MRC Les Moulins soit considérée dans la même phase que son prolongement dans l'est de Montréal. Alors, c'est proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par M. Yann Maisonneuve. À l'article 8.3... Oui? Vous demandez le vote? Vous demandez le vote, M. Michaud? Non. Alors, je sais que vous êtes habitué que je demande le vote, là, mais c'est juste une question sur ce point. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que c'est pour une question ou une intervention? Une question pour ce point, en fait. Ben, allez-y. Je voulais juste savoir, je sais que vous siégez au comité d'Exo, puis je sais que vous siégez sur différentes institutions là, en lien avec le Grand Montréal. Demain, semble-t-il que le gouvernement va annoncer, évidemment, le prolongement du REM jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Est-ce que, là, je vois évidemment la résolution ce soir, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions ou des représentations de votre part, ou peu importe, là, au niveau de la MRC, nos collègues de la MRC, de votre part également, à l'égard de cette proposition-là, avant cette réunion ce soir? Parce que, vraisemblablement, demain, c'est Pointe-aux-Trembles qui va être l'heureuse élue, en fait, là, de cette annonce gouvernementale. Mais ici, sur la Couronne Nord, en fait, là, vous avec le train de l'Est, vous savez très bien, ce n'est pas la chose la plus sexy pour desservir nos citoyens. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait eu des démarches qui ont été faites avant la présente résolution. La réponse, c'est oui. D'ailleurs, la résolution a été adoptée la semaine dernière à la MRC Les Moulins. L'exécutif l'a fait mercredi dernier. La ville de Repentigny l'a fait, je crois, mardi dernier. Il y avait déjà eu un communiqué conjoint Repentigny, Terrebonne et Mascouche dans les derniers mois. Je vous dirais que ça fait
plus qu'un an, là, ça fait plusieurs années, là, avec les travaux du REM, que tous les maires du Nord-Est, appelons-les ainsi, là, pour situer les gens, des MRC, les Moulins et l'Assomption, ont fait des représentations. À l'heure actuelle, demain, on aura l'occasion de réagir lorsqu'on connaîtra donc l'étendue des projets. Je tiens quand même à le souligner que, d'abord, tout investissement dans le transport collectif dans la région métropolitaine, c'est une bonne nouvelle. Alors, jamais aucun politicien, même si ce n'est pas chez nous, on va s'opposer à un tel investissement. Maintenant, je pense qu'au plan politique, puis la résolution de ce soir vient renforcer encore plus le message clair au gouvernement, c'est que notre souhait, c'est que le REM s'en vienne chez nous. Et on croit que le volume de population, quand on voit, par exemple, que seulement 10 % de nos citoyens utilisent le transport collectif quotidiennement, que si on va atteindre une moyenne de 35 % dans la région métropolitaine, si on veut réduire les GES et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme société, il faut absolument que le projet de REM vers l'est de Montréal vienne s'arrimer avec l'offre dans les MRC, l'Assomption et les Moulins. D'ailleurs, ce soir, et ce n'est pas un hasard, on a aussi déposé le mémoire que nous allons déposer à l'ARTM dans le cadre des consultations en janvier prochain. Je ne vais pas nécessairement beaucoup parler de ce qui s'y retrouve parce qu'il y aura une annonce publique des maires au début janvier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous allons, tous les maires, de façon très solidaire sur la Couronne Nord, axer et multiplier la représentation pour qu'il y ait des annonces du gouvernement du Québec et que nos citoyens puissent, le plus rapidement possible, eux aussi, avoir accès à des modes de transport lourd, pas seulement vers Montréal, mais aussi à l'intérieur même de la Couronne Nord. Alors, sur ce point, M. Michaud, vous pouvez compter, et je sais que je peux compter aussi sur votre soutien à ce qu'on fasse toutes les démarches. Et ça fait quand même 3 ans que je suis en poste et je peux vous dire qu'avec les maires, on va aller de l'avant. Mais pour ce soir, je trouvais important que le Conseil se positionne publiquement sur le dossier. Ça va? Non, tout à fait, je suis entièrement d'accord, M. le maire, avec vous. Mais donc, je comprends bien, la résolution ce soir confirme en fait que ce n'est pas dans les cartons à court terme du gouvernement. Là. Je comprends bien. Non, pas nécessairement. En fait, la résolution n'exclut pas que ce soit dans les cartons du gouvernement. Cependant, l'annonce de demain, on n'a pas la certitude qu'elle pourrait, par exemple, annoncer. Parce que demain, l'annonce peut, par exemple, confirmer un certain nombre de stations et pourrait, par exemple, dire le gouvernement poursuit ses études, à savoir comment il pourrait se poursuivre sur la Couronne Nord. Alors, j'étais convoqué ce soir à une rencontre de l'ARTM et je suis devant vous. Mais normalement, si vous ne me retenez pas trop tard ce soir, vers 9 h, je devrais avoir une rencontre justement pour avoir toute l'information. Mais on met tout notre poids politique, les maires, puis on veut que nos citoyens soient aussi solidaires. On croit que les investissements doivent aussi se faire sur la Couronne Nord. On représente là, de Deux-Montagnes jusqu'à Repentigny près de 800 000 citoyens et je pense que les investissements doivent aussi se faire chez nous. Ça va? Merci. Alors, nous arrivons donc au point 8.3. À l'article 8.3, il est résolu que le maire et le greffier soient autorisés à signer l'addenda à la promesse d'achat ainsi que l'acte de vente de l'immeuble situé sur les lots 1 946 529 et 6 194 692 du cadastre du Québec, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée, et que tous les frais et honoraires juridiques inhérents à la transaction soient à la charge de l'acheteur. Alors, c'est proposé par M. Serge Gagnon, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 8.4, il est résolu que le Conseil adopte le budget supplémentaire pour l'exercice financier 2020 de la RATEM au montant de 1 million de dollars pour la disposition des boues accumulés dans les étangs de sa station d'épuration. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 8.5,
il est résolu que le Conseil adopte le premier plan stratégique de Terrebonne 2021-2025 et que le Bureau de la planification stratégique et de la performance soit mandaté pour suivre la mise en œuvre du plan stratégique ainsi que pour la réalisation de tableaux de bord dynamiques mesurant l'atteinte des cibles et des objectifs du plan. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Jacques Demers. Alors, j'en profite juste avant pour souligner, je sais qu'au retour des fêtes, il y aura annonce publique, tous les détails concernant le plan stratégique 2021-2025. Je veux surtout remercier l'ensemble des citoyens qui ont participé et contribué dans le cadre de ce processus de réalisation, mais je veux surtout saluer tout le travail, à la fois des élus, mais surtout de la direction générale, de l'organisation aussi, de l'ensemble des services qui ont été appelés à travailler sur ce dossier. C'est un travail qui est fastidieux, mais je suis convaincu que ce sera pour la Ville une bonne nouvelle, mais surtout très orientant pour les prochaines années. Ce plan stratégique-là est, à mon sens, rassembleur et une première aussi pour la Ville de Terrebonne. Alors, félicitations, Monsieur le Directeur général, et à toute votre équipe pour ce travail. 8.6. Il est résolu que le Conseil autorise le greffier à signer la reconduction du contrat d'assurance automobile pour un montant de 189 957, incluant une possibilité de résiliation du contrat avec pénalité lors de l'obtention de l'exemption demandée auprès du ministère des Transports. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 8.7, il est résolu que le Conseil approuve et accepte l'entente de règlement à l'amiable de transactions et quittances partielles en règlement des litiges détaillés à la résolution et que le Conseil autorise le greffier à signer la transaction et quittance partielle à intervenir avec les immeubles des Moulins, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à la dite transaction, de même que tout autre document en règlement de cette affaire. Alors, c'est proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 9.1, il est résolu que le Conseil adopte le règlement décrétant l'augmentation du fonds de roulement de la Ville de Terrebonne à un montant de 8 225 000 sous le numéro 111-6. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 9.2, il est résolu que le Conseil amende la résolution 367-08-2020 afin que la dépense de 1 527 000 soit financée à même le fonds de roulement et remboursée sur une période de 4 ans en versements annuels consécutifs et égaux. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 9.3, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 538-1 modifiant le règlement 538 décrétant des travaux d'aménagement du parc Marcel de la Sablonnière afin de modifier le bassin de taxation B en excluant certains lots et afin de diminuer le montant de l'emprunt à 4 046 000 au lieu de 4 135 000. Alors, l'avis de motion est donné par Serge Gagnon. À l'article 9.4, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 668-2 modifiant les règlements 668 et 668-1 décrétant des travaux sur le chemin Gascon afin de modifier le bassin de taxation pour y exclure un lot. Alors, l'avis de motion est donné par Simon Paquin. À l'article 10.1, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances sous le numéro 82-4. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 10.2, il est résolu que le Conseil approuve la soumission de Pana Video Inc. pour l'installation et l'implantation de contrôle d'accès dans 35 immeubles, et ce pour un montant de 547 191. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Robert Brisebois. À l'article 10.3, il est résolu que le Conseil conclue les ententes cadres pour les services professionnels en génie et en aménagement paysager, pour la préparation d'études, de plans et devis, ainsi que des services durant la construction pour divers projets d'infrastructures municipales sur l'ensemble du territoire de la Ville pour une période de 3 ans, avec les firmes suivantes. A, la firme FL Expert Conseil, pour un montant maximal de 880 000. B, la firme IGF Axiom, pour un montant maximal de 671 000. Et C, la firme FNX Innov,
pour un montant maximal de 439 000. Proposé par M. Réal-Leclerc, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 10.4, il est résolu que le Conseil accepte l'estimation des coûts de la Société québécoise des infrastructures pour un montant de 595 770, qui sera financé par le paiement comptant d'immobilisation de l'année 2022 pour les dépenses supplémentaires en lien avec la réalisation d'une zone de refuge dans la nouvelle école secondaire qui sera construite sur l'avenue Gabriel-Leroy, confirmant ainsi la volonté de la Ville de contribuer aux dépenses liées à la zone de refuge. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 10.5, il est résolu que le Conseil autorise la dépense supplémentaire relative aux honoraires professionnels pour la surveillance des travaux pour une somme totale de 37 125 ainsi qu'un montant provisionnel de 3 880. Proposé par Robert Brisebois, appuyé par Jacques Demers. À l'article 10.6, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 729 concernant la gestion des matières résiduelles en remplacement des règlements 566, 566.1 et 566.2. L'avis de motion est donné par Yann Maisonneuve. En 10.7, avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 501-4 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de Terrebonne. Alors, l'avis de motion est donné par Danny Saint-Pierre. À l'article 10.8, il est résolu que le Conseil autorise l'amendement budgétaire du poste Revenus divers à pièces et accessoires véhicules au montant de 2 390. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. À l'article 10.9, il est résolu que le Conseil reporte les sommes résiduelles de 2 certificats de disponibilité de crédit non utilisés et financés par l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'année 2021 afin de compléter les travaux de réfection de pavage sur diverses rues de la phase 3. Proposé par Simon Paquin, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 11.1, concernant les dérogations mineures, au point A, le projet au 559 rue de Castille, il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de permettre la diminution de la marge arrière à 6,6 mètres, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres. En B, Il n'y a pas eu de contestation. exact. Écrit. Pour aucune des trois, on n'a pas reçu de commentaire écrit, effectivement. En B, le projet concerne le 4720 boulevard de Hauteville. Il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de permettre la diminution de la marge avant secondaire à 3,27 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant secondaire de 4,5 mètres. Et finalement, concernant les dérogations mineures, au point C, le projet concerne le 4720 boulevard de Hauteville. Il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder la dérogation mineure dans le but de permettre une augmentation de la hauteur d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur à 3 mètres, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 2,75 mètres, et une plantation non continue afin de dissimuler la surhauteur de l'entreposage, alors que le règlement prévoit que si la hauteur de l'entreposage extérieur excède 2,7 mètres, la plantation d'une haie de conifères est obligatoire afin de dissimuler l'excédent d'entreposage. Ça, c'était le deuxième dossier. C'était, en fait, Vous avez au trompé. point C, c'est non pas le 4720 boulevard Hauteville, C'est 40. mais le 4785 boulevard Laurier. Excellent. Donc, ce que vous venez de lire, c'était pour sur le boulevard Laurier. Excellent. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. Évidemment, ces trois dérogations mineures sont donc adoptées. Nous arrivons donc au point 11.2. Alors, Monsieur le greffier. Donc, il est résolu que le Conseil rende sa décision concernant l'appel de la décision du comité de démolition concernant l'immeuble situé au 558-560 rue Saint-Jean-Baptiste, le tout conformément à l'article 48 du règlement 749 et l'article 148.0.20 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Brigitte Villeneuve. Monsieur le Président, j'avais une question sur ce point. Oui. Est-ce que c'est possible? Allez-y. Monsieur le Vous ne Président. demandez pas le vote, hein? Écoutez. Monsieur Fontaine, vous ne demandez pas le vote? Non, je ne pense pas demander le vote, là, mais je voulais juste sensibiliser les gens, sensibiliser les membres du Conseil
à la demande à l'appel de la demande de démolition. La personne qui fait cette demande, elle avait deux sujets, évidemment. Bon, l'aspect qui semblait pour cette personne être bien correct, le bâtiment n'avait pas l'air en danger. Mais c'est surtout l'aspect du logement abordable. C'est pas la seule personne dans le quartier qui m'en parle depuis 2-3 ans. On voit beaucoup de nouveaux logements qui se construisent dans le Vieux-Terrebonne. Il y a beaucoup de promoteurs qui s'intéressent au Vieux-Terrebonne, c'est bien. Sauf que le logement abordable disparaît de plus en plus. Et là, je parle pas de logement social, je parle de logement abordable. Parce que des logements abordables, en fait, ça permet d'assurer une certaine mixité dans le quartier. On souhaite que des jeunes familles s'installent dans le quartier, mais le coût des loyers est tellement élevé que les jeunes familles, ça ne favorise pas, en tout cas, l'arrivée de jeunes familles. Non, pas plus non plus que de personnes âgées qui voudraient peut-être vendre leur maison unifamiliale dans le quartier. Je l'ai entendu souvent, celle-là, mais qui n'osent pas parce qu'ils ne pourraient pas se retrouver du logement abordable dans le quartier. Alors, ma question, Monsieur le Président, c'est à quand une réglementation pour du logement abordable? Particulièrement pour le quartier que je représente, le quartier 12, parce vous le savez, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il y a une effervescence qui se passe au niveau de la construction dans ce quartier-là. Alors, je pense que ça serait important rapidement, qu'on installe des balises. Pourquoi pas un pourcentage de logements abordables dans le quartier, comme ça se fait ailleurs, à Montréal, tout ça? On le sait, il y a des promoteurs importants qui viennent dans le Vieux, il peut y en avoir d'autres, et ces promoteurs-là seraient peut-être d'accord, seraient peut-être prêts à assumer cette façon de faire, d'accorder un pourcentage de logements abordables dans ce qu'ils vont construire pour l'avenir dans le quartier. Sinon, on va se retrouver avec un quartier avec des résidents très homogènes. Alors, ça va être beaucoup moins riche que si on avait une mixité dans le quartier. C'était mon avis. Alors, tout ce que je souhaite, c'est qu'on passe rapidement à une réglementation qui permettrait, ou en tout cas qui favoriserait le logement abordable dans le quartier que je représente. Voilà. Bien, merci, M. Fontaine. Je prends note de votre suggestion ce soir. Vous comprendrez là, que à ce moment-ci, vous ne nous en aviez pas fait part en plénier précédent. Donc, je prends note de votre suggestion. Est-ce que vous demandez le vote sur ce sujet-là ou il est d'adopter à l'unanimité? Ça va? Alors, le point est donc adopté. En fait, M. le maire, si vous permettez, 11.2, donc le projet de résolution prévoyait que le Conseil rende sa décision. Donc là, la décision est de confirmer la démolition. La démolition. Donc la décision du comité de démolition. Exactement. Voilà. Confirme la même décision. Merci. Ça va? Donc, on poursuit à l'article 11.3. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de modifier les limites de certaines zones sous le numéro 1001-319. Alors, c'est proposé par Danny Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.4, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer une zone à même la zone 92-63-99 et modifier la grille des usages et normes de cette zone sous le numéro 1001-323. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.5, il est résolu que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de permettre certains usages municipaux dans toutes les zones à l'intérieur du périmètre urbain qui ne sont pas situés dans les aires d'affectation conservation au secteur de mise en valeur, ainsi que usages contraignants sous le numéro 1001-324. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Danny Saint-Pierre. À l'article 11.6, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-318, modifiant le règlement de zonage 1001 afin d'agrandir 2 zones, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation conformément à l'arrêté ministériel 2020-49. Et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1001-318. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.7, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-325, modifiant le règlement de zonage 1001, afin de créer une zone et d'y autoriser des usages de la classe habitation, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation, conformément à l'arrêté ministériel 2020-49,
Et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1001-325. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.8, il est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 1001-326, modifiant le règlement de zonage 1001, afin d'autoriser l'usage industrie d'aliments pour chats et chiens dans une zone, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation conformément à l'arrêté ministériel, et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1001-326. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.9, il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement 1010-001, modifiant le règlement 1010 relatif au plan d'aménagement d'ensemble, PAE, afin d'autoriser les usages de la classe habitation dans le secteur hippodrome, que le Conseil autorise le greffier à procéder à un avis public pour une période de 15 jours et remplace ainsi l'Assemblée publique de consultation conformément à l'arrêté ministériel, et avis de motion est donné pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement 1010-001. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Éric Fortin. À l'article 11.10... Monsieur le Président, si je peux me permettre une intervention, sans demande de vote, je vous rassure, ce serait juste pour rassurer les citoyens qui ont commencé déjà à s'inquiéter que le projet de modification qui nous est présenté là, amène une plus haute densité dans le secteur avec des impacts dans les rues avoisinantes. Juste rappeler à la population, aux citoyens concernés, ce que vous avez mentionné en plénier, à savoir qu'il n'y a aucun projet de développement qui va se faire sur le territoire visé par le PAE de l'hippodrome, qui va se faire donc sans qu'il y ait eu déjà ouverture d'un accès à la rue Grande Allée, et ça se fera éventuellement là, par une acquisition. Mais que pour le moment, il n'y a pas de projet qui va se faire ou s'entreprendre là, sans que cet accès à la rue Grande Allée soit réalisé. Bien, merci de M. Morin de spécifier. Puis j'ajouterais aussi qu'il n'y a aucune modification réglementaire qui a été faite et qui n'a encore été faite. Donc, les gens ne verront pas demain matin des pépines et débarquer sur le terrain. Là, il va y avoir au préalable une présentation d'un projet, changement réglementaire, consultation citoyenne et adoption par la suite. Alors, pour que toutes ces étapes-là soient faites, là, comme vous le savez, ça ne prend pas un mois ou deux. Là. Il y a plusieurs mois devant nous. Et il y a une condition qui est très importante, c'est l'accessibilité autre que par les petites rues résidentielles dans ce secteur-là, ce qui oblige à avoir un accès à un grand boulevard qui, dans ce cas-ci, est le boulevard Grande Allée. Alors, évidemment, ça va nécessiter des ententes avec des propriétaires fonciers actuels. Alors, ce n'est pas le genre de situation qu'on peut faire en quelques semaines. Alors, je veux rassurer les gens, mais par ailleurs, il y a des discussions qui se font, là, puis je pense que les gens en entendent parler. Puis c'est important aussi là, de dire que la Ville n'est pas rendue à l'étape d'autoriser quoi que ce soit aujourd'hui. Il y a vraiment des étapes préalables là, auxquelles les citoyens vont pouvoir aussi s'exprimer à tout changement réglementaire. Alors, merci, M. Morin, de nous le spécifier. Nous arrivons donc au point 11.10. Il est résolu que le Conseil lève la suspension du décompte des délais de validité, de renouvellement et de début des travaux, tels que résolus lors de la séance du Conseil du 11 mai 2020, et que les délais de validité, de renouvellement et de début des travaux des permis ou certificats reprennent à partir du 1er janvier 2021 pour la durée déterminée au permis ou certificat, tel qu'indiqué à l'article 20 du règlement 1004-2. C'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 11.11, il est résolu que le Conseil lève la suspension d'exiger un versement de dépôt de garantie financière proclamé lors de la séance du Conseil du 11 mai 2020 et que les dépôts de garantie financière en vertu de l'article 16 du règlement numéro 1005 et l'article 346 du règlement 1009 soient pleinement applicables dès le 1er janvier 2021. Alors, c'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, 13.1 maintenant. Il est résolu que le Conseil nomme M. Robert Chicoine à titre de directeur de la Direction de l'urbanisme durable à compter du 25 janvier 2021, selon les conditions de travail du personnel cadre.
Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Ballavance. Je tiens à souligner, donc, à souhaiter la bienvenue dans notre équipe à M. Chicoine. Je tiens à préciser que M. Chicoine n'a aucun lien de famille ni de parenté avec l'actuelle directrice intérimaire, Mme Marie-Josée Chicoine. Alors, je tenais quand même à le dire parce que puisque les membres du conseil connaissent évidemment Mme Chicoine qui travaille à la ville de Terrebonne. Donc, bienvenue à M. Chicoine. Il y a juste un petit mot, M. le maire. Excuse. Oui, Oui. allez. Oui. Bon. Vas-y, M. Leclerc, allez-y. Le maire? Oui. Oui, vous allez dire juste un merci à Mme Marie-Josée Chicoine, qu'elle a pris la relève de M. Larue durant le temps pendant 2-3 mois, puis qu'elle a fait un travail extraordinaire. Fait que juste dire merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Je pense que tous les membres du conseil vont apprécier. Puis Ainsi que son équipe. Et son Ainsi que équipe, évidemment. Excusez. Oui. Merci beaucoup, M. Leclerc. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça va? Ben, j'allais dire essentiellement la même chose, M. le maire. Donc, je voulais juste souhaiter dire un gros merci à Mme Chicoine qui en a assuré l'intérim au courant des derniers mois. Bon, ben vous êtes toutes les deux dans les mêmes pensées. Alors, merci. Alors, nous arrivons donc au point 14.1. Il est résolu que le Conseil adopte le plan particulier d'intervention pandémie de la Ville de Terrebonne, que le plan particulier d'intervention pandémie préparé par M. Sylvain Dufresne soit intégré au plan municipal de sécurité civile et que M. Dufresne soit nommé responsable de la mise à jour et la révision du plan particulier d'intervention pandémie. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 14.2, il est résolu que le Conseil adopte le plan particulier d'intervention chaleur extrême de la Ville de Terrebonne, que ce plan particulier d'intervention préparé par M. Sylvain Dufresne soit intégré au plan municipal de sécurité civile et que M. Dufresne soit nommé responsable de la mise à jour et la révision du plan particulier d'intervention chaleur extrême. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par Dany Saint-Pierre. À l'article 14.3, il est résolu que le Conseil adopte le projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2021-2026 de la MRC Les Moulins et que le Conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre du projet de schéma révisé 2021-2026. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 14.4, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines concernant la fourniture d'un service secondaire d'appel d'urgence par le service de police de la Ville de Terrebonne. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Serge Gagnon. À l'article 15.1, il est résolu que le Conseil accepte l'offre du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, par son partenaire de revente autorisé Soft Choice pour l'achat des licences de produits Microsoft pour un montant de 229 604. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. Alors, chers citoyens, je veux simplement vous informer, là, avant la période d'expression des membres du conseil municipal, vous dire que ce soir, c'était notre dernière séance ordinaire du conseil municipal pour l'année 2020. Notre prochaine séance aura lieu plutôt donc en 2021. Notre première séance ordinaire aura lieu le lundi 18 janvier 2021, ici même à 19h. Normalement, elle sera sous la même formule que vous connaissez actuellement. Alors, donc voilà pour les informations. Alors maintenant, pour la période d'information et de rapport ou d'expression des membres du conseil, je céderai donc la parole à M. André Fontaine. Alors, M. Fontaine, la parole est à vous. Merci. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, je voulais d'abord féliciter le groupe pour une célébration citoyenne du 350e de Terrebonne pour son apport à la réflexion du conseil municipal sur les projets de legs du 350e anniversaire. Et je suis heureux d'apprendre que vous avez accepté, vous et Mme Nathalie Ricard, de les rencontrer, ou en tout cas de les entendre lors d'une commission qui sera définie bientôt. Alors, je suis bien content de ça. Mais au-delà de ça, M. le Président, messieurs et mesdames les conseillers, conseillères, j'aimerais vous dire, bon, vous savez comment j'apprécie habituellement que nous tous, on s'élève au-dessus de la mêlée pour pouvoir mieux discuter et réfléchir
Je suis déjà même allé jusqu'à utiliser un élévateur mécanique pour m'élever, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas. Mais cette fois-ci, j'aimerais m'élever au-dessus de cette assemblée virtuelle pour vous faire part de mes vœux, parce qu'en fait, on est tous des individus, on est tous des personnes, on n'est pas juste un groupe de conseillers municipaux. Alors, je vous souhaite à tous un bon repos pour ce temps des fêtes, de bonnes réflexions sur la vie, des belles activités de plein air, et on se revoit tous en pleine forme après les fêtes. Voilà, M. le Président. Merci, M. Fontaine. Mais si jamais on fait des activités ou qu'on décide de monter dans un élévateur, c'est important de mettre un casque et d'avoir un harnais de sécurité. Alors, mais non, c'était trop facile. Alors, je vous remercie de me permettre de le rappeler. C'était facile, mais je ne reviendrai pas là-dessus, M. le Président. Non, je sais, c'est bien. Je voudrais voir le règlement. Merci, M. Fontaine. Alors maintenant, je cède donc la parole à M. Marc-André Michaud. Monsieur Michaud? Oui, excusez, je reprenais mon rire. Oui, Monsieur le maire, en fait, j'aimerais envoyer des félicitations à l'égard du gouvernement du Québec pour son intervention, pas seulement à Terrebonne, à l'ensemble des municipalités, pour sa contribution, qui nous a permis, en fait, là, à nous tous, conseil de ville, de pouvoir, en fait, là, geler les taxes et donner un répit, en fait, à nos citoyens. Et disons que cette subvention-là était plus que bienvenue de 4,3 millions. Et je tiens à remercier le premier ministre du Québec pour cette contribution-là, qui a permis, évidemment, là, comme je l'ai dit, de donner un répit à chacun de nos citoyens à Terrebonne. Puis en complément d'informations, sur une note plus estivale, pas estivale, mais je dirais plus festive, monsieur le maire, vous avez sûrement remarqué ce soir que tous les points ont été adoptés à l'unanimité. On voulait vous faire évidemment un cadeau là, avant cette période de Noël. Et en fait, là, je voulais souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël à tous les membres du conseil et également à M. Milo. Là, je sais qu'on vous envoie toujours des résolutions de dernière minute, là, mais je ne sais pas si ça va changer en 2021. Là. C'est peut-être une résolution qu'on va prendre de notre côté, mais néanmoins, M. Marcoux également, puis l'ensemble de la direction là, pour le travail effectué. Puis dans tous les cas, on va se reposer, on va prendre soin de nous. Puis M. le maire, on va revenir en pleine forme en 2021. J'espère que vous aussi de votre côté. Et par ailleurs, là, permettez de saluer également là, votre président Yannick Guénette là, pour sa contribution au débat politique au cours des derniers mois. Je le salue également. C'est toujours bien là, de faire une pause partisane avant les fêtes là, pour la suite des choses. Et donc, sur ça, messieurs, dames, joyeuses fêtes, joyeux Noël, puis également à l'ensemble des citoyens de mon quartier et à l'ensemble des citoyens des Terrebonne. Merci, M. Michaud. D'ailleurs, on me glisse à l'oreille qu'il y a 3 nouveaux dossiers qu'on va ajouter à l'heure du jour ce soir, puisqu'on est unanime. Je vous agace. Alors, sur ce, je cède donc la parole à Mme Nathalie Lepage. Alors qu'habituellement, la période des fêtes est synonyme de rassemblements familiaux. Cette année, nous vivrons ces festivités loin de nos proches. Pour ceux qui seront particulièrement affectés par cette mesure, il y a nos aînés qui, depuis le mois de mars, vivent de grands moments de solitude. Plusieurs belles initiatives ont vu le jour afin de leur envoyer de l'amour et briser leur isolement. Mes collègues Marc-André Michaud, André Fontaine et moi-même avons décidé de joindre le mouvement en lançant une opération « Donnons de l'amour à nos aînés ». Dans les dernières semaines, notre équipe a donc mobilisé près de 400 enfants provenant de 5 services de garde ainsi que de plusieurs classes d'écoles primaires et secondaires à Terrebonne. Tous ensemble, ils ont créé 700 cartes, dessins et petits mots qui seront remis à la fin de cette semaine dans plusieurs résidences de Terrebonne pour offrir des vœux aux aînés. Je tiens sincèrement à remercier tous les jeunes, les éducatrices, enseignants et enseignantes qui ont décidé de participer à ce beau projet. Bravo aussi à tous ceux qui ont réalisé des projets similaires pour égayer cette période importante pour nos aînés. Merci à tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Alors, maintenant, nous sommes rendus à Mme Brigitte Villeneuve. Alors, bonjour à tous. Je voulais faire un petit bilan un peu de la guignolée qu'il y a eu le 5 et le 6 décembre, comité d'aide aux Plénois. On aide à peu près 125 à 130 familles par mois. Et ça n'a pas été un grand succès, la guignolée. On a eu à peu près, côté denrées, 25 de ce qu'on a d'habitude de l'année 2019. Alors déjà, on est en gros manque pour 2021 pour faire des boîtes de denrées pour les familles. On a eu en argent des dons jusqu'à 1 500 $. C'est sûr qu'il faut penser quelque chose pour 2021. Ça va pas bien. Alors, mais on va quand même passer des belles fêtes là, pour les 2 semaines qui s'en viennent. Mais en 2021, on va faire tourner nos manèges pour trouver des idées pour aller chercher. C'est parce que c'est vrai aussi que le garde-manger a baissé pour toutes les familles aussi. Là, avant, on donnait beaucoup, on en avait, mais là, avec l'année COVID qu'on a vécue, c'est plus restreint. J'ai l'impression que c'est ça la réponse aussi. Action Famille La Plaine, c'est un groupe, un organisme qui aide 32 familles. À toutes les semaines, ils donnent un panier avec Moisson Laurentide à 32 familles. Puis Super C et Maxi de La Plaine ont décidé de donner des cartes cadeaux en surplus aussi. Puis eux aussi vont être fermés pendant 2 semaines. Fait que le panier va être un peu plus gros pour passer 2 semaines. Les Chevaliers de Colomb de La Plaine organisent samedi un petit événement de Noël extérieur. Il y a à peu près 15 familles vont venir chercher un cadeau pour un enfant à l'extérieur du local, en auto. Puis, on va leur donner un cadeau. Alors, ça se passe samedi de 11h à 1h. Si vous êtes une famille qui a un grand besoin, juste à communiquer avec Éric Tousignan, un grand chevalier de colon de La Plaine. Alors, moi aussi, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis, si vous êtes toute seule, là, puis vous êtes vraiment tout seul, là, ben on s'appelle. Hein? Appelez-moi, je vais vous appeler, on va jaser. On va vous garder chacun 30 minutes. Ça va me faire plaisir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Villeneuve. Je retiens votre suggestion. Alors, maintenant, nous arrivons à Monsieur Simon Paquin, qui est le dernier intervenant des membres du Conseil pour ce soir. Alors, M. Paquin, vous êtes le dernier à prendre la parole comme membre du Conseil. Merci beaucoup, M. le Président. À titre de président de la Commission du développement social et communautaire, je voudrais faire un bref retour sur le Gala des maçons en mode virtuel qui a eu lieu le 3 décembre dernier, qui a permis de souligner la contribution de l'ancien maire de Terrebonne, M. Irénée Forgette, en lui remettant l'ordre de Terrebonne. Félicitations à M. Forgette et merci pour votre contribution au développement du Terrebonne d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier la population de Terrebonne pour leur générosité lors de la guignolée, qui n'a pas donné, comme disait ma collègue Mme Villeneuve, peut-être les résultats des années précédentes pour les 4 comités d'aide alimentaire, mais tous ceux qui ont participé ont donné au bénéfice des gens dans le besoin dans notre communauté. Alors, permettez-moi, Monsieur le maire, de souligner le travail des 4 organismes d'aide alimentaire qui travaillent extrêmement fort pour soutenir notre communauté. Hein. On peut le dire que depuis le mois de mars, à partir du moment où le premier ministre a dit « vous pouvez aller chercher de l'aide, aller dans les banques alimentaires », le téléphone n'a pas dérougi dans nos organismes et ils ont répondu présent et c'est tout à leur honneur. On a répondu présent aussi, la Ville de Terrebonne, en les soutenant et on continuera de le faire. La Commission du développement social suit le dossier de près et on cognera à votre porte, Monsieur le maire, s'il y a besoin, assurément, pour mieux soutenir notre population. Je suis à même de constater, vous le savez, le travail effectué par l'ensemble des organismes du territoire qui sont demeurés au service de la population depuis le début de la pandémie, avec leurs employés et leurs bénévoles. Chapeau à chacun d'eux. Je leur souhaite, comme à nous, de se reposer durant la période des fêtes et vous me permettrez de saluer l'ensemble des citoyens du quartier La Sablière-Hauteville. Je leur souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2021. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Paquin. Alors, nous arrivons à la dernière période de questions. Nous avons une question des citoyens, citoyennes de Terrebonne. Alors, je cède donc la parole à Mme Lucier, notre directrice des communications, pour cette dernière question avant la levée de l'Assemblée.
Président. La question vient de M. Normand Bastien, qui est domicilié sur le chemin Martin. Sa question est la suivante. Il débute en vous saluant et il ajoute « Nous avons un projet de construction de serres sur notre terre agricole pour produire des légumes de primeur. C'est un marché très compétitif, la compétition venant surtout de l'étranger, où la production coûte beaucoup moins cher. Le gouvernement sait que l'autonomie alimentaire est un enjeu de taille pour le Québec et met en place plusieurs programmes pour aider les agriculteurs à développer les circuits courts pour l'alimentation. Notre MRC a mis sur pied un plan directeur de la zone agricole, PDZA, où ces mêmes enjeux sont bien documentés. Mais la Ville de Terrebonne continue à taxer autant ses agriculteurs. Quelle surprise d'apprendre que notre permis de construction coûtera près de 2 000 $ pour notre superficie de 8 100 pieds carrés. À Repentigny, le même permis coûterait 50 $. À Sainte-Madeleine, un projet du double de superficie et son permis a coûté, lui, 45 $. L'Assomption, un permis pour bâtiment utilitaire de ferme, tarif fixe, 65 $, pour ne nommer que ceux-là. Je profite aussi de l'occasion pour rappeler que vous refusez d'appliquer un taux de taxation distinct aux agriculteurs de Terrebonne. Plusieurs municipalités autour ont baissé ce taux de presque 70 % pour stimuler et développer l'agriculture dans leur ville. Pour que les citoyens aient envie d'acheter des légumes produits dans leur ville, il faut que le prix soit compétitif. Donc, les frais chargés aux agriculteurs doivent être similaires à ce que l'on retrouve dans les municipalités autour. Ma principale question ce soir, à quand est-ce que la Ville de Terrebonne reverra la taxation et le coût des permis en zone agricole? Merci. Bien, tout d'abord, bonsoir, M. Bastien. Je veux d'entrée de jeu dire je suis très sensible quant à votre question ce soir qui est soulevée. Évidemment, la dernière année, puis je pense que ça fait déjà plusieurs années, tout l'enjeu de l'autonomie alimentaire au Québec a amené et amène citoyens et les gouvernements, incluant le milieu municipal, à se positionner puis à s'interroger sur les meilleures pratiques et comment soutenir ce type de développement et surtout d'en valoriser son apport sur nos territoires différents. Évidemment, il y a différentes mesures que la Ville de Terrebonne a mis en place au cours des dernières années, avec la MRC Limoulin notamment, qui a un rôle plus spécifique là, de fédérer différentes initiatives en matière de promotion et de mise en valeur du milieu agricole. Vous avez cité le PDZA, donc ce projet-là réunit agriculteurs, citoyens, organismes et aussi élus de la MRC Les Moulins, pour lequel on s'est doté d'un plan d'action qui est donc important et auquel on démontre aussi l'importance que ça doit avoir sur notre territoire. Quant à l'enjeu des permis, évidemment, récemment, vous avez communiqué avec mon cabinet et pour lequel on a eu la chance de discuter avec vous. Je ne vous cacherai pas qu'on est sensible, surtout, alors je dis on est sensible aux préoccupations que vous nous partagez, à savoir que les demandes de permis, par exemple, pour constituer une serre, évidemment sur des terrains qui sont zonés agricoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne, là, évidemment, sont peut-être à un prix ou à un coût plus élevé. Et donc, ça nous amène comme organisation à se poser de quelle manière on pourrait. Vous avez soulevé la question ce soir, devrions-nous, par exemple, diminuer et ramener ces coûts-là à un niveau plus acceptable ou plus faible d'une certaine manière? Je pense que c'est une avenue qui est assurément qui mérite d'être étudiée. Deuxième aspect, y a-t-il pas plutôt lieu, par l'entremise de nos fonds d'investissement, notamment au niveau de la MRC, à venir, par exemple, que ce soit à rembourser ou même à investir dans des projets de la nature dont vous nous proposez aujourd'hui? Alors ça, c'est une autre question pour laquelle qui mériterait d'être posée et qui pourrait amener une double action auquel vous soulevez. Alors ce soir, ce que je veux vous dire, M. Bastien, on a besoin vraiment de réfléchir à tête reposée sur la question que vous nous posez ce soir. Notre volonté, c'est d'agir.
je partage votre point de vue, je tiens à vous dire, puis je ne veux pas faire de lien avec d'autres terrains, mais on a été aussi sollicité dans d'autres secteurs agricoles de la ville de Terrebonne à l'idée de constituer des serres qui génèrent, oui, des denrées, donc des produits, donc fruits et légumes sur notre territoire. Et on est sensible à développer puis à valoriser ce type de culture sur notre territoire de la ville de Terrebonne. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous annoncer de quelle manière on va le faire, mais je peux vous assurer que le Conseil verra donner un suivi à votre préoccupation qui est très légitime et qui mérite assurément un suivi. Quant au dernier élément de votre question concernant la taxation, je veux quand même souligner que la ville de Terrebonne applique exactement ce que plusieurs des villes et des grandes villes dans la grande région métropolitaine de Montréal, en ayant, par exemple, un taux de taxation qui a été dicté par le gouvernement du Québec. Vous savez que récemment, le gouvernement du Québec a mis en place des programmes pour soutenir et compenser les agriculteurs, notamment lorsque des valeurs foncières sont à la hausse. Évidemment, le pourcentage de taxation est différent pour le volet agricole que le volet résidentiel. Évidemment, il y a des municipalités qui ont fait le choix et c'est leur décision, il faut l'accepter aussi, faire un choix différent, mais ce n'est pas non plus la norme. Des municipalités ont choisi de diminuer le taux de taxation du côté agricole. C'est une idée que vous nous proposez aujourd'hui et pour laquelle le Conseil n'a pas encore donné suite et pourrait l'étudier le cas échéant. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où une ville décide de réduire la taxation, par exemple, au niveau du secteur agricole, bien, c'est qu'automatiquement, elle le transfère sur les épaules de quelqu'un d'autre. Parce qu'ultimement, une ville doit équilibrer ses revenus et ses dépenses. Et donc, toute diminution de taxation devrait être équilibrée soit par le secteur résidentiel, donc nos citoyens, soit le secteur commercial qui est très affecté aussi par les temps qui courent, ou le secteur industriel qui va nous aider aussi à relancer notre économie. Alors, ce sont tous des éléments qu'il faut tenir compte. Et je vous remercie de soulever cette question ce soir. Mais à très court terme, je pense que c'est davantage la question des permis qui mérite une étude attentive. Et je peux vous assurer qu'on va faire un suivi auprès de vous là, au cours des prochains mois. Alors, je vous remercie, M. Bastien, de votre question ce soir. C'est ce qui met donc un terme à notre séance du Conseil municipal. J'en profite, puisque je sais que chaque membre du Conseil aurait voulu prendre la parole ce soir pour offrir ses vœux à tous et chacun pour le temps des fêtes. Alors, je me permets, au nom de tous mes collègues du Conseil municipal ce soir, offrir mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes à l'ensemble de la population de Terrebonne, à nos employés municipaux qui s'efforcent jour après jour, surtout dans le contexte actuel, d'assurer une qualité des services et de répondre aux services et aux besoins de notre population. Je vais aussi les remercier et je veux aussi saluer mes collègues membres du conseil municipal, leur souhaiter un beau temps des fêtes, du repos en famille ou entre eux-mêmes, évidemment suivant les directives émises par la santé publique. Et je suis convaincu que l'année 2021, ce sera une année de relance, une année où on aura le goût de recréer ces contacts sociaux qui nous amènent à se revoir et à échanger ensemble. Alors, je vous remercie. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par Jacques Demers, appuyée par Nathalie Ricard. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.